Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette soirée à la Maison de la Poésie. Je suis Antoine Didier, je suis maître de conférence en sciences politiques à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye et j'ai le plaisir et l'honneur d'animer cette rencontre avec Geoffroy Laganerie ce soir autour de son dernier livre, Se méfier de Kafka, qui vient de paraître chez Flammarion. On aura à peu près 1 heure de discussion et la discussion sera suivie d'une rencontre informelle dans le hall de la Maison de la Poésie avec aussi la possibilité d'acheter le livre pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore. Geoffroy, bonsoir. Tu es... Bonjour. Tu es professeur de sociologie et de philosophie à l'école d'art, l'école nationale supérieure d'art de Paris-Cergy. Tu as écrit une quinzaine de livres, si je ne me trompe pas, sur les conditions de la création, sur l'art, la justice, les mouvements politiques contestataires, contemporains notamment. Tu es engagé aussi auprès de mouvements politiques, le comité Adama Traoré, la lutte contre les violences policières, ou plutôt contre l'ordre policier, comme tu aimes à le préciser, ou encore la libération animale. Tes travaux relèvent globalement de la théorie sociale. Tu réfléchis à des enjeux de perception, aux catégories mêmes avec lesquelles nous décrivons et problématisons la société. Et tu cherches en particulier à débusquer les mythologies, les mensonges que l'on s'invente et que l'on perpétue sur le monde social, sur la société dans laquelle on vit. Et c'est en particulier le cas dans Se méfier de Kafka, qui est peut-être pas un livre de littérature, ni sur la littérature, peut-être pas même un livre sur Kafka, mais plutôt un livre sur la manière dont certaines visions du pouvoir, de la justice, de l'État, présentes chez Kafka, ont infusé la société, sont devenues banales, réutilisées. Et comme dans d'autres livres, par exemple dans La conscience politique que tu avais publié en 2019, tu réfléchis à ces façons d'appréhender la société et aux façons de les changer, puisqu'évidemment, il s'agit pour toi, toujours, de réfléchir aux transformations possibles. Un autre de tes livres s'intitulait « Sortir de notre impuissance politique ». Peut-être pour commencer, en quoi Kafka, à tes yeux, nous pousse-t-il vers l'impuissance politique ? Quelle mythologie y a-t-il à tes yeux chez Kafka et pourquoi faut-il les débusquer ? Bonjour, déjà bonjour à tous. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreux pour nous écouter. Merci Antoine pour cette présentation, d'avoir accepté de m'interroger. Je dirais que le point de départ du livre, c'est pas tellement un livre sur l'action, là, franchement. C'est vraiment un peu un livre presque de réflexion sur les catégories avec lesquelles on peut penser le pouvoir et comment fonctionnent les institutions qui composent notre monde. Je pense qu'il y a une pulsion fondamentale qui est à l'œuvre chez toute personne qui écrit, qui réfléchit, qui est que il y a quelque chose du monde qu'on ne connaît pas, que le monde n'est pas clair, que le monde est opaque, que le monde est différent de ce qu'il prétend être, et que donc il y a une forme d'inquiétude ou une forme de sentiment d'opacité qui est au principe de l'écriture, de la lecture. On lit toujours des livres pour se demander pourquoi les choses fonctionnent comme ça, comment fonctionne un couple, comment fonctionne l'État, comment fonctionne la démocratie, etc. Donc ça, c'est les questions fondamentales. Et de fait, en réfléchissant sur ce que j'avais fait comme plusieurs livres en fait sur la question des institutions pénales, sur la prison, sur la police, sur la justice et sur l'État dans la conscience politique, je m'étais rendu compte que l'une des références quasi obligatoires dans la philosophie occidentale, lorsqu'il s'agit d'attester d'une théorie du pouvoir ou de montrer en quoi elle est valable, elle passe par la référence à Kafka. Que Kafka occupe dans notre discursivité politique un rôle d'instaurateur de discursivité, c'est-à-dire quelqu'un qui a créé une mode d'analyse du pouvoir, un mode de problématisation du pouvoir qui va profondément marquer la philosophie et la réflexion contemporaine à partir des années 50 ou même des années 30, chez Benjamin, chez Hannah Arendt, chez Derrida, chez Agamben, etc. Et qu'il y a un espèce de paradigme kafkaïen qui s'est infusé même jusqu'à dans nos cerveaux, puisque Kafka est l'un des rares auteurs dont le nom a donné un adjectif commun, qui est l'adjectif kafkaïen. Cette sensibilité kafkaïenne, elle est marquée par un certain nombre de traits, de caractéristiques très fondamentales, qui est le schème que je décris au début du livre de l'indétermination. C'est-à-dire en fait l'idée selon laquelle le pouvoir est indéterminé. On ne sait pas vraiment où est-ce qu'il est, on ne sait pas vraiment par qui on est gouverné. Si vous regardez le film Mammouth, ça pose sur ça. Voilà, où est le pouvoir, jusqu'où il faut, où est-ce qu'on rencontre le pouvoir.
on ne sait pas comment il fonctionne, il se contredit tout le temps. Et donc il y a une forme d'indétermination du pouvoir qui serait à l'œuvre dans la justice, par qui on est jugé, qui serait à l'œuvre dans la police, qui serait à l'œuvre dans l'administration, dans la bureaucratie. On ne comprend pas d'où viennent les décisions, qui les décide vraiment, etc. Et ce schème de l'indétermination, alors qu'il a beaucoup influencé quelqu'un comme Derrida, comme Agamben sur l'idée d'exception, etc., ben, à mon avis, il est rempli à la fois d'une intention critique, c'est-à-dire effectivement, on sait que le pouvoir ne fonctionne pas comme il dit qu'il fonctionne, mais en même temps, cette intention critique, elle est marquée par des biais qui fait qu'on identifie mal pourquoi le pouvoir ne fonctionne pas comme on dit qu'il fonctionne. Et donc j'ai essayé de montrer, à partir de l'exemple de Kafka et à partir des lectures de Kafka, qu'est-ce que c'est en quelque sorte les principes fondamentaux d'une analyse objective du pouvoir qui peut mettre en question les récits officiels sans basculer dans des mythologies. Parce qu'il y a des mythologies qui sont critiques, mais qui sont des mythologies quand même. Et donc, c'est pas parce que c'est critique que c'est positif. Ça peut être une mythologie négative. Et à mon avis, c'est ça le principe des œuvres de Kafka. Je pense un peu différemment de ce que tu as dit, que en fait, c'est aussi un livre sur Kafka. Parce que je pense que Kafka a thématisé d'une certaine manière qu'est-ce que c'est qu'être angoissé. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on est angoissé par le pouvoir, et qu'il a profondément lié ça à l'idée d'absence, d'indétermination, d'anomie. Et donc c'est cette idée-là qu'il a profondément mise en place, qui fait que, par exemple, je le dis tout de suite, si vous pensez que le problème c'est l'anomie, ben évidemment vous avez un problème pour penser le pouvoir de la norme, le pouvoir du réglé, le pouvoir de l'ordinaire. Je le dis juste comme ça pour terminer sur l'intention un peu de ce livre. Moi, quand j'ai écrit ce livre, j'ai pris un peu comme modèle le livre de Michel Foucault qui s'appelait « La volonté de savoir ». Dans La volonté de savoir, Foucault fait une réflexion où il essaye de proposer un nouveau schème d'analyse du pouvoir dans lequel il s'oppose aux manières traditionnelles de penser le pouvoir, qui commence, tu t'en souviens, le premier chapitre par « Nous autres victoriens ». Et moi, à un moment, j'avais pensé appeler ce livre « Nous autres kafkaïens », puisque nous autres victoriens, c'était l'idée qu'en fait, on pense toujours que le pouvoir, il dit nous croyons que nous vivons dans un régime victorien, c'est-à-dire dans un régime où le pouvoir nous dit non, où le pouvoir c'est ce qui censure, où le pouvoir c'est ce qui interdit, où le pouvoir c'est ce qui contraint. Et c'est de cette manière que très souvent on aborde la question de la sexualité comme étant soumis à une répression sexuelle. Et Foucault va essayer d'élaborer, à partir d'une critique de l'hypothèse répressive, une autre théorie du pouvoir à partir d'une hypothèse productive, que le pouvoir au contraire c'est ce qui produit, c'est ce qui constitue, c'est ce qui incite, c'est ce qui fait fonctionner. Et donc il essaye, en s'opposant au paradigme de l'analyse victorienne du pouvoir, une analyse foucaldienne du pouvoir. Et là j'ai un peu essayé de faire pareil, c'est-à-dire de commencer par nous autres kafkaïens. Qu'est-ce que c'est qu'une hypothèse kafkaïenne de réflexion sur le pouvoir et les institutions, et à partir de là d'opposer des nouveaux principes de réflexion sur les institutions. Peut-être aussi pour revenir sur l'origine du livre, je crois que tu avais été particulièrement charmé par la grande biographie de Rainer Starr, récemment traduit en français, dont la lecture t'a nourri, voire guidé dans l'impulsion à l'origine du livre. Ah oui, alors c'est une biographie qui est sortie il y a 20 ans en Allemagne. C'était un travail gigantesque pour ceux qui ne l'ont pas lu encore. C'est un de ces 3 tomes de 800 pages. Moi, j'ai lu que les 2 premiers tomes qui sont traduits en français. Je ne lis pas l'allemand, donc le 3e tome va sortir au printemps, puisque c'est les 100 ans de la mort de Kafka en 2024. Il est mort en 24. Et cette biographie, elle est époustouflante. C'est un livre époustouflant. C'est vraiment une réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'un auteur, sur la question de la langue, sur la question de l'amitié, sur la question du judaïsme, sur la question de la gauche, de la politique, de l'écriture, qu'est-ce que c'est qu'être un être torturé psychologiquement, etc. Donc c'est un livre qui est qui est un livre époustouflant et fascinant. Et de fait, dans ce livre, Rainer Stark, à un moment, s'attarde à la lettre au père. Donc il y a un des très très grands textes de Kafka où Kafka a écrit une lettre qu'il a donnée à son père. Enfin, je crois qu'il l'a donnée à sa mère pour qu'elle la donne à son père et que son père l'a jamais lue, je crois. C'est une lettre de 100 pages, donc c'est vrai que quand votre fils vous envoie une lettre de 100 pages, en général, surtout que vous n'avez pas des très bons rapports avec lui, vous n'êtes pas sûr que vous avez très envie de la lire. Et c'est dommage, c'est l'un des plus beaux textes de Kafka. Et de fait, l'une des choses que Kafka ne cesse de reprocher à son père, c'est le fait de n'avoir cessé dans sa vie de poser des règles qu'il ne respectait jamais. C'est de dire son père est un peu une représentation typique du pouvoir, comme l'arbitraire. C'est-à-dire de dire il ne faut pas faire ça à table et puis il le fait, il ne faut pas se comporter comme ça avec les autres et puis il le fait, etc. Et donc il y avait dans le schème
fondamentale de l'idée kafkaïenne de ce qui ne va pas dans le pouvoir, l'idée de contradiction avec soi-même, l'idée d'indétermination. Et Rainer Stack dit à un moment, en fait, ce schème de l'indétermination dont a souffert Kafka par rapport à son père, il l'a en fait extrapolé ensuite dans ce qu'il a angoissé dans la vie, mais sur plein de choses, hein, sur le rapport aux femmes, sur l'administration, sur la justice. Dans toutes ses œuvres sont marquées par cette question-là, que les choses ne sont pas là où on croit qu'elles sont. Et le problème du monde, c'est qu'on n'a jamais accès à quelque chose de stable, à quelque chose de réglé, à quelque chose de connu, qu'on est toujours dans l'inconnu, dans l'indétermination, etc. Ça, c'est une impression subjective qu'on peut tous avoir. Et ce que je vais essayer de montrer, moi, dans le livre, c'est qu'en fait, c'est une impression subjective qui se dissipe dès qu'on fait une analyse objective et sociologique des institutions. Alors, tu l'as dit, Kafka est peut-être un des auteurs les plus commentés ou les plus cités de la seconde moitié du XXe siècle et du début du XXIe siècle. Tu cites Adorno, Derrida, Agamben, Benjamin, Arendt, Bourdieu aussi. Et tu leur opposes une formule à la fois très désacralisante et en même temps très drôle de Jean Genet dans une lettre de 1960 à son traducteur qui dit du procès, mais en fait, ça n'arrive à personne. Ce que décrit Kafka, ça n'arrive absolument à personne. Et c'est fou que Genet ait eu cette intuition que toi tu réactives aujourd'hui. Oui, alors c'est Didier qui me l'a fait découvrir parce qu'il m'a dit, quand j'ai commencé à réfléchir à ce livre, il m'a dit, tu sais, il y a une lettre de Genet sur Kafka qui est assez célèbre à son agent, où son agent dans les années 60 lui dit tu devrais lire Le procès, ça va te parler, c'est sur la justice, ce livre dont tout le monde parle. Il y avait eu le fameux texte, le fameux volume dans les années 50 qui s'appelle Faut-il brouiller Kafka, qui avait été fait par les intellectuels communistes, etc. Donc c'était un Kafka devenu un auteur vraiment très commenté, très à la mode. Et donc son agent lui avait dit tu devrais lire Le procès, ça va t'intéresser. Et donc Genet le lit. Et Genet dit, lui répond, rien à faire avec ce Kafka. Plus je m'en approche, plus je m'en éloigne. Ce que décrit le procès ne m'interpelle pas parce que ce qu'il décrit n'arrive à personne. Moi, j'ai été un coupable réel en face d'un tribunal réel. Donc je sais comment fonctionne un tribunal. Et donc la manière dont Kafka décrit un procès ne peut pas me parler parce que ça ne fonctionne absolument pas comme ça. Alors ça, c'est intéressant parce que Genet fait jouer une protestation de la connaissance du réel contre les mythologies kafkaïennes renvoyées au statut de mythologie. Et c'est intéressant ça parce qu'en y réfléchissant, je me suis dit, évidemment, l'une des questions qui se pose quand on veut faire une analyse des institutions, c'est est-ce qu'on les connaît ? Or, l'un des grands principes des intellectuels, c'est qu'ils ne connaissent pas les institutions pénales. C'est très très rare qu'un intellectuel soit un criminel. C'est très très rare. Bourdieu n'a pas été jugé, Derrida n'a pas été jugé, Adorno n'a pas été jugé. Ce n'est pas des délinquants, ce n'est pas des petits voleurs. Et donc il y a un écart entre la position d'intellectuel et donc la représentation que les intellectuels ont des institutions pénales et la connaissance réelle que les gens en prison, que les gens jugés, que les gens arrêtés par la police ont. Et cet écart-là explique en fait un biais dans cette manière de réfléchir sur ces institutions parce qu'ils ne les connaissent pas. Ils les connaissent que par les livres, ils les connaissent que par la théorie comme ça, mais jamais ils ont été arrêtés. Donc jamais ils ont eu cette espèce d'épreuve concrète de qu'est-ce que c'est qu'être jugé, qu'est-ce que c'est qu'être condamné, qu'est-ce que c'est que savoir qu'on a fait une faute et qu'on est condamné. Donc on ne dit pas du tout dans une espèce d'optique typiquement kafkaïenne où on ne sait pas pourquoi on est condamné, par exemple. Comme on le sait très bien, 99 des gens condamnés sont coupables, absolument coupables, le savent dès le début du procès, et donc l'action de la culpabilité n'est pas une question intéressante pour réfléchir sur la question du mécanisme pénal. Et donc, il y a cette espèce d'écart entre la position subjective des intellectuels et le public visé par les institutions pénales, qui sont les gens exclus du système intellectuel, qui explique en fait les biais cognitifs qui vont plaquer sur ces institutions, et comme ils ne les connaissent pas, et comme ils les connaissent de loin, ils vont toujours penser qu'elles sont obscures. Parce qu'en général, vous trouvez que les choses sont obscures quand vous les voyez de loin. Vous pensez que c'est une grotte. Mais quand vous rentrez dans la grotte, en général, elle est très éclairée. Il n'y a pas de problème dans la grotte. Donc c'est un principe d'intellectuel, l'obscurité. De penser que les institutions sont obscures parce qu'ils ne sont pas dedans. Il y a un très beau texte de Durkheim que je ne cite pas dans ce livre, mais qui dit... les intellectuels, parfois, ont une tendance à insister trop sur le thème de l'obscurité, mais c'est une manière pour eux de nous faire basculer dans l'obscurantisme. Et je pense que dans les manières dont les intellectuels critiques ont traditionnellement abordé les institutions pénales, il y a cette espèce d'éloignement qui produit une prime à la question de l'obscurité, qui en fait rapproche beaucoup plus leur pensée d'une forme d'obscurantisme que d'une forme de révélation lucide de leur fonctionnement.
Alors donc tu t'intéresses à la question du pouvoir chez Kafka, un pouvoir qui est décrit comme opaque, dissimulé, incohérent, indéterminé, angoissé, anarchique, sans règles, absolu. Tout ça est faux, dis-tu. Ouais. Pourquoi ? Bah, en fait, c'est faux parce que c'est complètement faux. C'est-à-dire, en fait, c'est faux parce que c'est pas vrai. Par exemple, l'une des choses que dit Kafka dans le schème de l'indétermination, c'est on n'atteint jamais le lieu du pouvoir. Ouais. On ne sait pas où est le pouvoir. Le principe du procès, c'est que Joseph K. est arrêté. Et tout le procès, c'est chercher comment faire appel, comment trouver le juge, comment savoir à qui s'adresser pour dire mais j'ai pas commis d'acte répréhensible, errer dans le tribunal, ouvrir une porte, tomber sur quelqu'un, ne pas tomber sur la bonne personne, ne pas savoir à qui écrire. Et puis de toute façon, personne ne lit les requêtes des avocats. Donc cette espèce de course après un lieu du pouvoir. Dans le château, par exemple, c'est le principe d'un arpenteur qui arrive, pour ceux qui l'ont lu, et qui a besoin d'une autorisation pour rester dans le village, qui a besoin d'une autorisation de celui qui possède le village, qui est le maître dans le château. Et le château, on ne le voit jamais, on n'y arrive jamais, on le devine, mais on ne peut jamais y arriver. Il y a toujours des problèmes pour y arriver, et jamais on arrivera au château, etc. Cette espèce d'idée sur laquelle le pouvoir, on ne sait pas où est-ce qu'il est. Bon, qui est un truc très classique de la théorie critique, en général, de dire ça, voilà, où est le pouvoir, qui a le pouvoir, etc. Et puis quand j'ai réfléchi à cette question-là, je me suis dit, mais c'est quand même très étrange, parce que ce qui est intéressant, c'est que quand je vous dis ça, vous vous dites au fond de vous, bah, c'est peut-être vrai. C'est bizarre, où est le pouvoir, qui a le pouvoir, qui me juge. Et puis en fait, moi je me suis dit, mais bizarrement, nous vivons dans des sociétés dans lesquelles le pouvoir est très déterminé. On sait exactement qui fait la loi. On peut même donner leur nom. Ils sont assis sur des sièges rouges, ils sont 200, ils ont été élus, leur nom est public, on peut les publier sur les réseaux sociaux, on les connaît. On peut même visiter les lieux du pouvoir le journée des journées portes ouvertes. On peut aller à l'Élysée, on peut aller à Matignon, on peut aller à l'Assemblée nationale. On sait très bien qui rend des jugements. Quand vous êtes jugé, vous connaissez le nom des juges. Vous pouvez connaître leur nom, leur curriculum vitae, vous pouvez les mettre sur Google, vous savez qui vous a jugé. Donc en fait, c'est totalement faux que le pouvoir est indéterminé. Le pouvoir est très déterminé, le pouvoir est très local. Et ça, c'est vrai dans les régimes qu'on appelle démocratiques, comme les nôtres, dans les régimes autoritaires aussi. Vous pouvez très bien dire qui fait la loi, où est-ce que la loi est faite, par qui elle est faite. Vous avez des lieux du pouvoir très très précis. Et donc c'est intéressant parce que si jamais vous dites le pouvoir est indéterminé, alors qu'il est déterminé. En fait, mon hypothèse à moi, c'est quasi une hypothèse psychologique, c'est de dire en fait, on ne supporte pas la trivialité de la domination politique. En fait, c'est beaucoup plus valorisateur et flatteur d'être gouverné par des pouvoirs obscurs que par Emmanuel Macron. C'est beaucoup plus flatteur de se dire il y a quelque chose de flou dans le pouvoir que de se dire c'est Gabriel Attal qui va décider de ma vie dans les 3 prochaines années. Ça, c'est très chiant. C'est le fait politique brutal, réductionniste, pénible de savoir que c'est qui a des pouvoirs sur moi ou sur les gens ou sur les agriculteurs aujourd'hui ou sur les femmes, etc. Ben ça, c'est extrêmement déplaisant. C'est la réalité du fait politique qui est un fait trivial, un fait banal, un fait de relations interpersonnelles extrêmement violentes, etc. Et comme on ne supporte pas la trivialité du fait politique et de la domination, on va inventer des mythologie pour se grandir nous-mêmes comme sujet dominé, en grandissant le sujet dominant, pour lui donner une forme de quasi d'essence divine, par son caractère inaccessible, grand, caché, mythologique, etc. Et ce qui me fait dire d'une certaine manière, c'est qu'on n'est jamais sorti de ce qu'on appelle en philosophie l'ère du téléologico-politique, c'est-à-dire l'idée selon laquelle il y a un fondement divin de la loi, et on ne veut pas accepter que la loi ne fonctionne pas selon des principes de divinité, de supériorité, de transcendance, mais selon des principes ordinaires de domination totalement objectivables. Et puis par ailleurs, tu insistes sur le fait que décrire ce pouvoir comme lointain, indéterminé, détourne le regard des logiques, tu écris, ordinaires et routinières, c'est-à-dire la foule de l'action des juges, des procureurs, des policiers, de toutes les actions qui au quotidien, dans la vie quotidienne, produisent des effets sur des vies individuelles et sur des vies collectives, et là où le pouvoir est situé, t'en appelles d'ailleurs à Foucault, à l'idée que le pouvoir n'est pas quelque chose de spectaculaire, mais quelque chose de diffus, et qu'il y a, tu dis, une quantité infinie de petits pouvoirs un peu partout, tout le temps. Oui, voilà, la politique, c'est très banal. Et la vie des gens, elle est très banale. Elle n'est pas liée à la détermination de pouvoirs obscurs. Elle est liée à des mécanismes de domination extrêmement banals. Et c'est vrai que dans le livre, au début du livre, je dis qu'il y a une espèce d'attraction pour l'idée d'étrangeté du pouvoir. Et que Kafka a un peu créé cette mythologie du fait que nous vivrions dans une vie indéterminée, obscure, soumise à des pouvoirs que nous ne connaissons pas.
Cette espèce d'idée selon laquelle la conséquence de cette rhétorique kafkaïenne, même de cette idée de Kafka, c'est de penser que le problème du monde, c'est l'indétermination. Et ça, je pense que c'est un truc vraiment important à dire, c'est que Kafka nous a créé, ou a renforcé, je ne sais pas, peu importe, cette idée selon laquelle ce dont nous souffrons, c'est l'indétermination. Le sujet kafkaïen, Joseph K, souffre de l'indétermination du tribunal, de l'indétermination de la loi. L'Arpenteur souffre de l'indétermination du château. Il y a d'autres exemples, je ne sais plus, tout à coup je les oublie, mais peu importe, dans le livre j'en cite plusieurs nouvelles, etc., textes et tout. Donc cette idée selon laquelle on souffre de l'absence de règles. Et en fait, moi je pense que c'est le paradigme exactement inverse qu'il faut assumer comme un principe sociologique d'objectivation. On retrouve cette théorie-là, par exemple, dans la critique du néolibéralisme, quand on dit le problème d'aujourd'hui, c'est l'individualisme. Par exemple, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de règles, etc. En fait, ce n'est pas du tout vrai. On ne vit pas du tout dans un monde individualiste. Ce serait formidable si on y arrivait. On vit dans un monde très collectif où les gens ont des destins de classe extrêmement précis. Et on vit dans un monde où les modes de vie, les types de vie, les types d'affectivité, les types de corps sont fabriqués de manière très semblable par des logiques collectives extrêmement précises. Et donc, on ne vit pas dans un monde individualiste, on vit dans un monde collectiviste et extrêmement collectiviste. De la même manière, le problème de l'indétermination, c'est de nous mettre en tête des représentations spectaculaires, inquiétantes comme ça du pouvoir, et d'oublier qu'en fait, et ça je pense que c'est vraiment un acquis très fort de Surveiller et punir de Foucault, ce qui définit le fonctionnement du pouvoir, c'est beaucoup plus des logiques ordinaires de réglementation. C'est-à-dire qu'en fait, ce dont nous souffrons, c'est pas d'être indéterminé, c'est d'être surdéterminé. C'est d'être surnormalisé et d'être surexposé à une quantité infinie de petits pouvoirs réguliers qui peuvent être l'emploi du temps à l'école, qui peuvent être le réveil le matin pour aller à l'école, qui peuvent être le règlement à l'usine, qui peuvent être la machine qui oblige à un certain nombre de cadences, qui peuvent être les juges qui produisent des jugements tous les jours, etc., qui peuvent être le diagnostic du médecin, les appareils médicaux, etc. Enfin, ça, c'est des petits pouvoirs ordinaires, très disséminés, etc., très réguliers, très stables. Et en fait, ce dont les sujets souffrent, c'est pas du tout d'une indétermination du pouvoir, mais c'est d'une existence extrêmement déterminée, extrêmement réglée, méthodiquement organisée par tout un ensemble de mécanismes diffus, ordinaires et assez facilement identifiables. Comme vous savez, il y a une très belle phrase de Foucault qui dit le problème de l'intellectuel, c'est pas de faire voir l'invisible, c'est de faire voir le visible. Et de fait, c'est très vrai. C'est-à-dire qu'en fait, Kafka, il nous fait croire que le problème, c'est l'invisible, alors que le problème, c'est le visible, c'est ce qui est devant nous. Et donc, moi, ce que j'essaie de dire au début du livre, c'est qu'en fait, les sujets que nous sommes ne sont pas du tout des sujets kafkaïens soumis à une indétermination du pouvoir, mais des sujets foucaldiens soumis à une multiplication de normes et de petites normes, etc. Et qu'en fait, c'est défaire les normes, le problème de la subversion, et c'est pas trouver des normes, au contraire, comme ce quoi nous fait croire Kafka. Et effectivement, tu mentionnais à l'instant cette question, cette formule de Foucault sur le visible et l'invisible, et c'est quelque chose sur lequel tu reviens, à savoir que la critique kafkaïenne du pouvoir se focalise sur ce qui ne va pas, sur ce qui serait extraordinaire, au lieu de se focaliser sur l'ordinaire du pouvoir, comme si le problème de K dans le procès était de ne pas connaître la procédure ou de ne pas être informé de ses droits, etc. De même que tu mets en question la croyance dans le droit et dans l'ordre, hein, tu le dis à propos de la police. Le problème, c'est pas que la police commet des actes illégaux ou illégitimes. Le problème, c'est l'action conférée à la police, c'est l'ordre policier qui soutient toute l'action de la police. Et bien des actes légaux de la police sont par ailleurs contestables. Et que donc il faut se débarrasser de ces schémas du légal ou de l'illégal pour penser la critique du droit ou de la justice. Oui, voilà, l'une des questions centrales dans la rhétorique de type kafkaïenne, c'est que le problème du pouvoir, étant revenu à sa question de son indétermination, de son anomie, c'est qu'il ne respecterait pas de principes. C'est exactement comme je l'ai dit avec la question du père de Kafka qui ne respecte pas les principes qu'il pose. Le problème du pouvoir, ce serait en fait une justice qui dit quelque chose et qui ne le respecte pas. Il y a des scènes dans le procès comme ça, où on lui dit d'être à l'heure et puis en fait il n'y a pas d'heure, où on lui dit d'envoyer un dossier mais personne ne lit les dossiers. Donc en fait le sujet kafkaïen est un sujet comme ça qui est en permanence confronté à des règles qui s'autodétruisent, qui ne respectent aucune chose, qui sont préalablement établies, etc. Cette idée selon laquelle le pouvoir fonctionne à son échappement à la règle,
et que ce qui est problématique dans le pouvoir, et que ce qui fait que le pouvoir est angoissant et critiquable, c'est précisément qu'il ne respecte pas les règles qu'il pose, qui est la figure du pouvoir paternel, qui est la figure du pouvoir judiciaire dans le procès, qui est la figure du pouvoir policier dans le coup à la porte du domaine. Cette idée, elle est tout à fait fondamentale dans nos manières par lesquelles nous critiquons la police très régulièrement. Très souvent, quand nous critiquons une action de la police en manifestation, quand elle nous tape, ou quand elle nous nasse, ou quand elle arrête quelqu'un, ça va être de dire « mais c'est illégal ». Par exemple, ou « mais c'est arbitraire », ou « mais il se croit tout permis », des phrases comme ça. Et très souvent, on va parler de l'impunité policière. Le problème des policiers, c'est qu'ils ne sont pas punis, l'IGPN ne cesse de faire des rapports pour les blanchir, etc. Quand on analyse comme ça le problème de ce qui ne va pas dans le pouvoir policier, qui est le fait qu'il ne respecte pas les règles, et que c'est un régime arbitraire, et que par conséquent, nous sommes soumis à un problème parce que ça, en fait, nous posons implicitement l'idée selon laquelle, si la police respectait la loi, ça irait. C'est-à-dire nous n'aurions plus rien à dire si la loi était respectée, si la loi stable, si la loi régulière, si la loi posée était appliquée. Et c'est seulement l'échappement à la règle ou le non-respect de la règle ou le brouillage infini de la règle qui nous apparaît comme un scandale. Il y a un texte très important de Walter Benjamin que je cite dans le livre qui dit, dans Critique de la violence, le caractère ignoble de la police, c'est un mot de lui, vient du fait qu'elle brouille sans cesse la frontière entre pouvoir qui conserve le droit et pouvoir qui crée le droit. En fait, la police ne cesse de brouiller la frontière entre appliquer la loi et créer des nouvelles lois ou se donner des droits qu'elle n'a pas elle-même, etc. Le problème avec cette analyse-là, c'est qu'on ratifie ce que l'État, donc l'État antérieur des rapports de force, a posé comme légal, comme étant ce qui irait si c'était respecté, et on se contente de critiquer l'écart à la loi. On se contente de critiquer la non-application de la loi, ce qui veut dire que nos catégories d'analyse du pouvoir sont réduites et l'arrivée du scandale est réduite à ce qui a été préalablement défini comme légal par l'État. Et donc, on se donne dans une incapacité totale d'analyser la violence de ce qui est légal. Une perquisition, un contrôle d'identité, une nasse. La mort d'Adama Traoré a obtenu un non-lieu, donc ça a été considéré comme légal par l'État. Donc, si jamais on dit que le problème, c'est l'illégal, on ne peut plus rien dire sur la mort d'Adama Traoré. Donc, ça veut dire que nos catégories d'analyse du pouvoir sont dépendantes d'un légalisme épistémologique qui en fait empêche complètement de penser comment fonctionne un pouvoir qui de fait utilise des actions à la fois illégales et illégales pour produire un ordre sociopolitique ou un ordre racial ou un ordre économique, etc. Peu importe, ça on peut le dire, mais que en fait, la question de la loi n'est pas pertinente pour analyser comment fonctionne un pouvoir. Et en tout cas, ce qu'il ne faut pas, c'est que nos catégories de critique du pouvoir soient dépendantes de ce que l'État a posé comme loi. Sinon, ce qu'on appelle critique, en fait, est une manière de renforcer le légalisme, ce qui est posé pour légal, et de ne pas pouvoir penser comme problématique, comme raciste, comme réactionnaire, ce qui est parfaitement légal, parfaitement réglé, parfaitement ordinaire. Ton livre, Se méfier de Kafka, est aussi, il m'a semblé, un livre, dans une certaine mesure, contre la philosophie, ou en tout cas contre la métaphysique, auquel tu veux substituer la sociologie, la pensée sociologique, c'est-à-dire penser la domination de classe et de groupes sociaux. C'est-à-dire que tu insistes sur le fait que contre l'idée d'un pouvoir, ou plutôt d'un sujet individuel confronté à un pouvoir absurde, sans aucun sens, qui frappe de manière indéterminée n'importe qui. Tu veux au contraire voir qu'il y a un pouvoir très sensé, très cohérent, qui vise des individus ou des groupes sociaux bien particuliers. Tu cites les travaux d'Alice Goffman sur les minorités raciales et la différence de confrontation des Noirs et des Blancs à la police. Tu parles aussi de la lutte contre la drogue. En te lisant, j'ai aussi pensé à cette histoire de la CAF dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines, tous les algorithmes utilisés par la CAF pour débusquer les fraudeurs, des algorithmes extrêmement sophistiqués où des individus qui touchaient des prestations sociales subissaient des contrôles, qui épluchaient tous leurs comptes et où on débusquait des entorses à des règles qu'eux-mêmes ignoraient, ce qui pourrait sembler typiquement kafkaïen comme situation, sauf qu'en fait, en réalité, ça vise un groupe en particulier, à savoir les pauvres qui touchent des prestations sociales, et que sans doute si on épluchait les mêmes comptes de n'importe quel ministre, ou les miens, ou les tiens, en fait, on trouverait tous ces micro-écarts à des règles, mais qu'en fait, donc, le problème, c'est pas que c'est kafkaïen, enfin, c'est que ça vise un groupe social en particulier. Oui, alors moi, je dirais pas du tout que c'est un livre contre la métaphysique, mais que c'est un livre contre la littérature. Et à mon avis, c'est beaucoup plus vrai de le penser comme ça.
puisque je pense que l'une des théories du livre, c'est de penser que, vous savez, dans notre société, on a tendance à trop croire à la littérature et à donner un pouvoir à la littérature d'explicitation, de compréhension, de description un peu plus grande que ce qu'elle est capable de produire. Et alors, il y a une phrase très célèbre, alors, quand on veut avoir des phrases banales, il faut toujours lire Kundera. Et Kundera dit dans l'art du roman, Kafka nous dira toujours plus sur notre condition politique que n'importe quel traité de sociologie. Bon, bah ce livre, c'est exactement l'inverse. C'est de dire, en fait, c'est pas du tout vrai. N'importe quel traité de sociologie nous dira toujours plus sur la société que Kafka, ça c'est certain, et sur 90% de la littérature. Ça, c'est obligatoire. Parce qu'il y a des biais. C'est vraiment plus... Et en plus, c'est intéressant parce que c'est l'une des questions que je me suis posée après ce livre, qui est, qu'est-ce qui fait que dans notre société, on valorise à ce point l'enseignement littéraire ? Tu sais, il y a un champ nouveau qui s'établit en ce moment aux États-Unis, ce que j'aime beaucoup, s'appelle l'épistémologie de l'ignorance, qui dit en fait quand la classe dominante ou quand des gens disent « je savais pas », je ne savais pas que les migrants étaient traités comme ça, je ne savais pas que les gays subissaient ça, etc. En fait, une des théories, c'est de dire que ce n'est pas tellement le non-savoir comme un manque, c'est le non-savoir comme une stratégie politique utilisée par des gens pour ne pas savoir, pour précisément pouvoir continuer leur vie comme ils le veulent et pour pouvoir continuer à faire exister des phénomènes de pouvoir. Et donc, il y a toute une réflexion aujourd'hui sur comment la société organise l'ignorance, comment une classe dominante peut organiser son ignorance à des choses pour précisément ne pas être confrontée à des réalités qui la pousseraient à avoir un peu mauvaise conscience ou à transformer le monde. Si tant est que le savoir peut transformer le monde, mais ça, c'est une autre question. Or, en pensant à ça, je me suis dit, est-ce que dans cette réflexion sur l'épistémologie de l'ignorance, on ne devrait pas faire une réflexion sur la place de la littérature dans l'école, par exemple ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, tu peux faire toute ta scolarité sans entendre parler de la sociologie ? Si jamais tu ne prends pas l'option humanité en terminale, etc., où il y a un petit enseignement en seconde, mais voilà. Mais alors que tu as des cours de littérature dès la 6e. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on dit aux gens, vous allez lire Flaubert, vous allez lire Balzac, vous allez lire Les Misérables, etc. Et pourquoi on ne lit pas la distinction ? Pourquoi est-ce qu'on ne lit pas Surveiller et punir en 6e ? Pourquoi est-ce qu'on ne lit pas un texte de Derrida ? Mais c'est vrai, et franchement, c'est beaucoup plus facile à lire que Molière, et beaucoup plus intéressant. Ça, je peux vous le garantir. Et c'est aussi qu'on organise l'incapacité à lire de la théorie dans notre société et à penser que la théorie c'est difficile et à s'auto-exclure de la théorie. Et qu'est-ce qui fait que les gens lisent plus de romans que de théorie alors que c'est pas vrai ? Moi je peux pas lire un roman sans que ça tombe des mains 80% du temps. Je trouve ça très très dur de retenir les personnages, les intrigues, les trucs. Moi j'arrive jamais rien à comprendre. Alors qu'un truc de théorie c'est explicite. On dit voilà ce que je veux dire, voilà avec quelle preuve, voilà contre qui je le fais. C'est beaucoup plus facile à lire et ça me semble beaucoup plus intéressant. Et donc je me suis dit qu'est-ce qui peut... Enfin, en tout cas, on pourrait se poser la question si la valorisation de la littérature dans les cursus scolaires n'est pas une forme de stratégie de l'ignorance, d'organiser l'ignorance à la société et au fonctionnement de la société dans notre cursus scolaire et dans notre société. Et donc, c'est vrai, c'est moi qui dois me taire. Continue. Et donc, effectivement, je me suis intéressé sur, par exemple, quand vous devez faire un roman comme Kafka, vous êtes très souvent porté à avoir un personnage. Vous allez avoir, la construction littéraire va vous mettre pratiquement en obligation d'avoir une narration individualisante du monde, c'est-à-dire d'avoir un personnage. Lucien de Rubempré, je ne connais pratiquement pas de roman, donc je ne sais pas qui cite d'autres personnages. Mais voilà. Bon, Joseph K, voilà, qui a un procès, l'arpenteur qui cherche le château, le mec qui est arrêté à la porte du domaine, etc., etc. Donc vous avez comme ça des individus. Et vous avez un individualisme méthodologique et donc une psychologisation des problèmes qui est fondamentale dans l'idée de la construction du roman, dans l'idée d'aventure, dans l'idée qu'il va arriver quelque chose à un personnage. Or, l'idée du livre, c'est de dire que précisément, quand vous vous représentez le monde à partir d'un individu, vous allez pouvoir penser qu'il y a un problème dans le pouvoir. Par exemple, vous constatez que votre copain est arrêté et pas vous. Donc vous dites c'est arbitraire, vous constatez que vous êtes en prison pour quelque chose que vous n'êtes pas sûr d'avoir fait et vous dites la justice fonctionne bizarrement et donc vous allez être amené à penser en termes d'arbitraire, d'indétermination, de bizarroïde, d'injustice, etc. Alors qu'en fait ces impressions subjectives, elles se dissipent dès qu'on adopte une perception sociologique des phénomènes, c'est-à-dire qu'on fait un saut épistémologique où on ne va pas se poser la question est-ce qu'un individu est confronté à un procès, mais qui est jugé dans notre société ? Quelles sont les classes sociales surexposées ou non à l'appareil pénal dans notre société ? Vous savez qu'en France, 70% des gens en prison sont des non-blancs. C'est plus qu'aux États-Unis. C'est plus qu'en Angleterre. Vous savez qu'en France, quand des gens sont tués par la police, ils sont tous noirs et arabes.
vous savez qu'en France, quand vous êtes un jeune garçon nord et arabe, vous avez 80% de chances d'être contrôlé par la police quand vous allez dans une gare, alors que vous avez seulement 5% de chances quand vous êtes un jeune blanc, etc. Donc vous avez une surexposition massive des jeunes garçons des quartiers populaires non blancs au ciblage policier ou au ciblage judiciaire, qui vous fait basculer dans l'état pénal ou dans le contrôle policier, etc., qui, à l'inverse, immunise, protège, exempte d'autres types de catégories dominantes, la bourgeoisie, les blancs, etc. À partir de ce moment-là, ce qu'un individu dans un roman pouvait dire bah, c'est bizarre, moi je ne suis pas contrôlé quand je suis sorti de mon train à Gare du Nord alors que j'ai vu un noir se faire contrôler. Et donc c'est pas juste, ok. Mais en fait, d'un point de vue sociologique, en fait, c'est pas que c'est pas juste, c'est qu'en fait la police ne vise pas des individus, mais vise des classes socio-raciales et les constitue comme telles en les surexposant plus ou moins à l'appareil policier. Je dis dans le livre à un moment, de fait c'est vrai que Joseph K n'existe pas et que la phrase de Jean Genet qui dit « ce qui arrive à Joseph K n'arrive à personne » est vraie parce que Joseph K n'existe pas. Ce qui existe dans la société, ce sont des classes, des groupes socio-raciaux plus ou moins exposés à un pouvoir policier et plus ou moins déterminés par des mécanismes de pouvoir qu'on peut précisément exposer, etc. De ce point de vue-là, on est amené à proposer une théorie sociologique du fonctionnement du pouvoir qui va se donner pour objectif de compter mathématiquement. Donc évidemment, dans un roman, c'est chiant de faire des tableaux statistiques de qui va en prison, qui se marie avec qui meurt avant qui. Bah oui, mais c'est comme ça, c'est ça la vérité. Et voilà, c'est comme ça, c'est tout. Si vous faites un livre sur un coup de foudre, ça peut marcher. Si vous montrez que le coup de foudre tombe dans la diagonale des PCS, bah c'est un peu moins excitant, c'est sûr, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et donc, en fait, l'objectivation sociologique du fonctionnement des différents mécanismes de pouvoir fait voler en éclats en fait la perception individualiste du monde et tout ce qui en découle, qui sont l'idée d'indétermination, de pouvoir, d'obscurité, etc., etc. Tu as dit tout à l'heure que c'était un livre de théorie et pas un livre sur l'action. Oui. Et si tu me permets, je ne suis pas tout à fait d'accord. Au sens où, justement, moi, ce qui m'a frappé, c'est que je trouve que c'est à la fois un livre très théorique, très intellectuel, mais qui n'est pas uniquement, à mes yeux, un livre spéculatif, parce qu'il est toujours traversé par la question de l'efficacité. Au sens où tu insistes sur le fait que le pouvoir produit en permanence sa représentation et donc son opposition. Et donc, il ne faut pas accepter l'image de lui que veut donner le pouvoir pour pouvoir lutter efficacement et que accepter l'image que le pouvoir se donne, c'est par avance accepter d'être limité dans la contestation, dans l'action. Et je pense que tous les exemples que tu viens de donner montrent que justement c'est un livre qui emporte avec lui énormément de conséquences politiques des plus pratiques. Oui, en tout cas, ce qui est certain, c'est que si jamais on se donne une théorie kafkaïenne du pouvoir, très souvent, on s'automutile dans la capacité à lutter, puisque si on décrit un pouvoir indéterminé, invisible, inaccessible, sans lieu, sans cohérence, etc., bah, la question de comment on lutte politiquement, à qui on s'adresse, où est-ce qu'on fait jouer quelque chose de l'ordre de la transformation, est quasi impossible. C'est-à-dire, en fait, nous condamne à une forme d'impuissance politique par les mythologies qui sont construites, alors qu'à l'inverse, si jamais on peut localiser le pouvoir, objectiver les systèmes concrets de son efficacité, se départir des faux partages entre loi, pas loi, etc., pour comprendre les fonctions objectives que le pouvoir accomplit, bah, effectivement, à ce moment-là, on est susceptible de concevoir des points de transformation beaucoup plus localisés dans le monde social. Moi, j'ai toujours pensé, par exemple, que, en fait, de plus en plus, une théorie politique qui ne peut pas, dans un second temps, dire voilà les réformes concrètes que je propose pour transformer le système de pouvoir que je viens d'objectiver n'est pas une théorie politique. C'est-à-dire en fait une théorie politique qui est trop floue dans ses méthodes d'action ex post, c'est de la mythologie, c'est de l'incantation, c'est pour se faire applaudir dans des AG, etc. Mais c'est pas de la politique. La politique, c'est savoir identifier un système de pouvoir et savoir identifier les réformes concrètes qui permettent de faire tomber ce système de pouvoir. C'est pour ça que, par exemple, moi, j'aime pas du tout quand Foucault, quand il a fait Surveiller et punir, à la fin, il disait toujours dans ses entretiens, moi j'ai trouvé ça toujours très déplaisant, il disait, mais moi, je ne veux surtout pas dire s'il faut abolir la prison ou pas, je n'ai aucune réforme de leçon à donner, c'est aux gens à inventer. Je me dis, mais c'est pas possible d'être un intellectuel comme ça. C'est-à-dire, si jamais vous dites
des choses comme ça sur la prison, il y a un moment, il faut prendre les conséquences pratiques de l'analyse. Et si on ne peut pas lier une analyse critique à une conséquence pratique, est-ce qu'on a fait une analyse critique ou est-ce qu'on a fait quelque chose d'autre? Je me souviens très bien, il y avait Chantal Mouffe, qui est une philosophe belge que j'aime beaucoup, qui un jour avait raconté qu'elle était dans un endroit comme ça, un lieu de discussion, ou un truc un peu plus politique, et elle avait dit, première question aux gens, qui parmi vous est en désaccord avec le monde ou veut le changer, etc. Puis tout le monde lève la main. Et puis elle est posée comme deuxième question, qui parmi vous est dans un syndicat ou dans un parti politique et adhère, etc. Et là, tout le monde baisse la main. Elle a dit, mais comment vous voulez que ça change si jamais vous ne saisissez pas des appareils concrets de transformation du pouvoir? Et elle disait, elle appliquait ça aux intellectuels parce qu'elle était très engagée avec des mouvements politiques concrets, avec Podemos, avec la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon, etc. Et elle disait toujours, un intellectuel, ça doit être deux choses. Ça doit être d'abord une phase de déconstruction du monde, qui est la partie évidente, critique, oppositionnelle, fondamentale, et un principe de reconstruction. Et on est mutilé si on n'a pas les deux en même temps. Il faut absolument penser les deux en même temps. Il faut que tout livre, tout geste intellectuel soit à la fois un geste de déconstruction qui doit déboucher ensuite sur une reconstruction pratique, sur des propositions même pratiques de transformation. Peut-être qu'elles échoueront, peut-être qu'on peut en discuter, etc. Mais en tout cas, que ce soit intégré dans l'analyse, que si elle ne débouche pas sur des reconstructions concrètes, c'est peut-être pas une analyse politique. Ça peut être de la mythologie, ça peut être pour se faire plaisir, mais c'est pas de la politique. Et de fait, moi, depuis en fait mon livre avec Assa Traoré, Le combat à Damas, et même un peu mon livre sur la justice, et puis là, le prochain livre que je fais sur l'abolition pénale, en fait, c'est une obsession pour moi maintenant. C'est-à-dire, en fait, quasi dans tous mes livres, il y a des propositions pratiques de transformation qui sont liées à l'analyse que j'ai effectuée. Et j'ai pensé, en te lisant, tu fais souvent référence à la notion de courage spécifique, et notamment à la manière dont Pierre Bourdieu en parle. Et ce qui me semble fait écho, c'est-à-dire que le courage, c'est pas se dresser contre des abstractions en signant des pétitions contre le néolibéralisme ou que sais-je, c'est de poser la question, de savoir comment, à chaque instant où on est amené à prendre une décision, où on siège dans un comité, où on participe à un tribunal, où on juge, où on doit prendre une décision, comment on agit à ce moment-là spécifiquement. Et que donc l'action n'est jamais abstraite et lointaine, mais toujours très précise et très localisée. Oui, c'est même en fait une idée de la politique maintenant que j'ai de plus en plus, que j'avais un peu développée dans mon livre sur l'amitié, ou le livre précédent qui s'appelait 3, sur ma relation avec Didier Édouard, où c'était en fait le lieu qui tient une société, c'est ce que Sartre appelle le pratico-inerte. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus que les idéologies proclamées, beaucoup plus que les valeurs même juridiques, c'est les manières dont on organise pratiquement l'existence, dans le quotidien. Les pratiques quotidiennes, les manières d'être avec les autres, les comportements avec les autres. En fait, ça construit une société presque plus que les lois, que les idéologies, etc. Et ça, c'est très important parce que ça veut dire que vous pouvez être de gauche et de droite, en fait. Et beaucoup de gens qui se disent de gauche sont en fait des gens de droite. Bourdieu l'avait dit, par exemple, sur les Mao, où il avait dit une grande partie des Mao, ils tenaient des discours de gauche dans les années 70, mais en fait, dans leurs habitus, ils étaient déjà de droite. Parce qu'ils étaient autoritaires, parce qu'ils ne supportaient pas la contradiction, parce qu'ils interrompaient les libertaires, parce qu'ils étaient très violents, etc. Et donc, ils avaient des pulsions autoritaires qui étaient déjà dans leur habitus. Et en un sens, ils avaient des discours de gauche, mais ils étaient déjà de droite. Et d'ailleurs, beaucoup, aujourd'hui, sont des gens de droite, voire d'extrême droite. De fait, la question de la politique, peut-être qu'elle se situe beaucoup plus dans les pratiques quotidiennes et les pratiques de la vie que dans les discours tenus par les gens. Et il y a très souvent, le courage spécifique est une notion de Bourdieu qui est très importante, parce que c'est Bourdieu qui disait vous ne jugez pas quelqu'un au fait qu'il va faire une pétition contre Trump ou contre Macron ou contre le néolibéralisme, parce que d'une part, ça lui réclame aucun courage, et que souvent, même dans son champ, il va être plutôt applaudi pour ça, et ça lui coûte strictement rien d'aller manifester comme ça. Mais est-ce que dans son champ, dans son département, il s'oppose au petit pouvoir de son voisin de bureau? Est-ce qu'il fait venir un doctorant plutôt un peu hérétique ou plutôt un doctorant un peu conforme? Est-ce que dans l'entreprise, il se comporte de manière harcelante avec ses employés, ou est-ce qu'il fait en sorte de créer un climat de travail généreux, etc. En fait, c'est ces petits comportements spécifiques qui définissent le tempérament réel de quelqu'un et sa contribution à la constitution d'un ordre social plutôt émancipateur ou plutôt réactionnaire. Et donc c'est vrai que moi, de plus en plus, j'ai cette espèce d'anti-idéalisme politique, où en fait c'est dans les pratiques quotidiennes qu'il faut juger les gens politiquement, beaucoup plus que dans les discours qu'ils tiennent. Ouais. Pour revenir à Kafka, il trouve quand même, grâce à tes yeux, plutôt dans la dernière partie du livre, quand tu montres comment il met en cause la culpabilité, la notion même
de culpabilité, ou quand il déclare la vanité du jugement, de la pratique du jugement. Et du coup, c'est extrêmement intéressant parce que tu le rapproches de l'abolitionnisme, qui t'intéresse beaucoup aujourd'hui, sur lequel tu es en train d'écrire. L'abolitionnisme, qui n'est pas seulement d'abolir les institutions, mais qui consiste à changer radicalement la perception des choses, ne plus penser en termes de délits et de crimes qu'il faut punir, mais par exemple plutôt penser en termes de trauma et de violence qu'il faut réparer, compenser, sans chercher nécessairement la punition de celui qui commet une faute, mais en pensant la réparation de celui qui subit un dommage. Comment Kafka nourrit ce projet abolitionniste, ce qui est une forme de révolution symbolique et cognitive ? Oui, j'ai voulu montrer à la fin du livre que c'est un peu comme une espèce de plot twist, c'est-à-dire on ne s'attend pas à ça, puis boum, je vais essayer de faire un autre Kafka. En fait, l'idée du livre, c'est de dire, en fait, en un sens, ce que tu as dit au début, que les interprétations traditionnelles de Kafka, où en fait Benjamin, Arendt, Derrida, Agamben répètent tous la même chose, Bourdieu sur Kafka depuis 50 ans et on met la même lecture, eh ben, ça peut aussi être interprété comme une forme de couche sédimentée de l'interprétation qui se sont déposées sur son œuvre et qui ont caché un Kafka beaucoup plus sauvage. Beaucoup plus politique, beaucoup plus anarchiste. Alors, de fait, après, moi, quand on voit dans le livre de Pascal Casanova, Kafka en colère, ou dans le livre de Michael Lowy sur Kafka et l'anarchisme, Rainer Stack en parle un petit peu moins de rapport de Kafka à la politique. Kafka était très proche des milieux socialistes, libertaires et anarchistes. Kafka portait l'œillet rouge qui manifestait son appartenance au socialisme. Il allait dans des cercles de réflexion libertaire. Il a tenu des propos, il a créé un projet de réforme de vie dans une société d'ouvriers non possédants, donc il réfléchissait déjà à une utopie communiste, etc. Donc il avait comme ça une sensibilité très très à gauche et très critique du fonctionnement de notre société. Et dans l'une des aspects de cette dissidence kafkaïenne radicale par rapport aux institutions, eh ben, il y a plusieurs fois éparpillé dans son texte cette idée très belle, selon laquelle en fait l'acte de juger quelqu'un est toujours un acte de mutilation de la vie. C'est-à-dire, en fait, il y a un texte très beau qui s'appelle sur une chambre et sur ce que juger quelqu'un, où il dit, en fait, quelqu'un qui juge, c'est toujours quelqu'un qui a seulement une partie d'une histoire. Que si jamais vous connaissez quelqu'un, que si vous êtes dans son histoire, que si vous savez sa trajectoire, que si vous savez sa vie, que si vous savez la situation, vous êtes rendu ce qu'il appelle incapable de juger, et que le regard jugeant est toujours un regard extérieur à une situation, parce que c'est un regard qui va sélectionner certains moments d'une vie, certaines caractéristiques d'une personne pour pouvoir le juger. Et donc, il y a un rapport entre juger et mutiler la vie. Kafka dit le jugement humain est vrai puis vain. C'est-à-dire, en fait, il est vrai au début, puis quand vous l'analysez tel qu'il est, vous verrez qu'il est vain parce qu'en fait, il est abstrait, il est mutilant par rapport à la réalité de l'existence de la personne humaine qu'il prend pour objet. Et c'est la fin du procès, qui est un très très beau dialogue entre Joseph K. et le prêtre, et un aumônier, qui fait partie du système pénal. Et en fait, Joseph K. veut essayer de convaincre cet aumônier de son innocence. Et alors qu'au début du livre, au début du procès, Joseph K. Va essayer de chercher son innocence dans le fait qu'il n'a pas commis d'acte répréhensible. Il dit, mais j'ai rien fait de mal, j'ai pas de faute à me reprocher. Et donc il accepte la logique pénale qu'en fait il pourrait y avoir de la culpabilité s'il avait fait quelque chose de mal. À la fin du livre, Joseph K. il a une réflexion beaucoup plus métaphysique sur l'innocence, où il va dire au prêtre, mais enfin je suis innocent parce que je suis un homme. Et il dit, comment un homme peut-il être coupable ? C'est beau ça. Comment un homme peut-il être coupable ? Et donc, cette idée très belle qu'un homme ne peut pas être coupable. Ou alors, il y a quelque chose d'inhumain dans le fait de le regarder comme coupable, et qu'il y a quelque chose d'une forme d'innocence généralisée des individus si on prend en compte un regard compréhensif et empathique sur l'existence. Si vous voulez, je vous lis 3 lignes de la lettre au père, que je cite à la fin, parce que Kafka, je ne suis pas acteur du tout, mais j'essaye. Alors, c'est un moment de la lettre au père, dans lequel c'est une lettre qui a beaucoup été analysée comme une lettre de reproche que Kafka fait à son père sur son éducation, sur sa vie, etc. Et Kafka va essayer de dire que précisément, comme il a reconstitué l'histoire de leur relation, eh ben cette histoire, elle peut être racontée sans logique du reproche. Et il écrit ça à son père. Il dit « Ce que tu me reproches n'est pas quelque chose de positivement inconvenant ou méchant, mais de la froideur, de la bizarrerie, de l'ingratitude. Et ceci, tu me le reproches comme si j'en portais la responsabilité, comme s'il m'avait été possible d'arranger les choses autrement, disons en donnant un coup de barre, alors que tu n'as pas le moindre tort, à moins que ce soit celui d'avoir été trop bon avec moi. Cette description dont tu oses communément,
je ne la tiens pour exacte que dans la mesure où je te crois, moi aussi, absolument innocent de l'éloignement survenu entre nous. Mais absolument innocent, je le suis aussi. Si je pouvais t'amener à le reconnaître, il nous serait possible d'avoir, je ne dis pas une nouvelle vie, nous sommes tous deux beaucoup trop vieux pour cela, mais une espèce de paix, d'arriver non pas à une suspension, mais à un adoucissement de tes éternels reproches. C'est magnifique. D'autant qu'on retrouve tout ce que tu mettais en place dans ton livre Juger, l'état pénal contre la sociologie, ou la sociologie contre l'état pénal, oui, où justement au jugement pénal, tu voulais substituer la compréhension sociologique, c'est-à-dire de montrer que tu toujours s'intéresser aux déterminations qui conduisent les individus à se comporter comme ils doivent se comporter. Même tu défendais l'excuse sociologique qui appartient au vocabulaire du droit comme quelque chose de stigmatisant et d'offensant, que toi tu voulais récupérer en affirmant que précisément la sociologie est là pour donner des excuses. Et justement c'est fascinant dans la lettre au père cette disparition de la responsabilité, comment Kafka fait écho à ça. De même tu cites un extrait du journal de Kafka où il relate sa lecture de la presse d'une mère de 23 ans ou encore plus jeune peut-être, qui a tué son enfant du fait de la pauvreté, de la misère dans laquelle elle vit, et l'extrême compassion qu'a Kafka pour elle. Oui, c'est vrai, il y a un principe d'empathie et de connaissance de la vie qui rend impossible de juger quelqu'un. Je prends beaucoup d'exemples dans mon livre de très souvent les proches de quelqu'un d'accusé, même si c'est quelque chose de grave, ils sont scandalisés par la décision pénale et par les peines. Ils ne comprennent pas, ils trouvent ça trop cruel, ils trouvent ça trop violent. Et un des grands principes du fonctionnement de notre monde social, c'est qu'en fait, très souvent, plus on connaît quelqu'un, plus on est proche de lui, moins on est enclin à le juger et à le punir, moins on est enclin à adopter sur lui un regard punitif. Ce qui veut dire que, comme le dit Kafka, il y a quelque chose dans la pulsion de juger qui est une pulsion d'ignorance, qui est une pulsion de mutilation, qui est une pulsion d'éloignement de la vie. Alors on peut même prendre des exemples de ça assez politiques. Par exemple, moi je suis très frappé quand il y a par exemple la Cour de justice de la République qui relaxe Éric Dupond-Moretti, par exemple, comme ça s'est fait très récemment. Et la gauche, très souvent, elle va dire c'est pas possible, c'est pas normal, c'est des hommes politiques qui jugent des hommes politiques, etc. En fait, moi je dis c'est pas du tout vrai. C'est très intéressant parce que ça montre qu'effectivement, quand vous êtes du même milieu que quelqu'un, quand vous le connaissez, quand vous connaissez sa vie, quand vous connaissez les principes de son action, bah vous êtes plutôt enclin à prononcer des relaxes qu'à prononcer des condamnations, ce qui montre de fait la logique kafkaïenne de l'empathie comme désœuvrement des capacités de jugement. Quand vous regardez l'IGPN, par exemple, qui fait des rapports pour en permanence blanchir la police et faire des rapports pour dire en fait, il n'y a pas une mutilation, en fait, il n'y a pas d'action à justifier. Là aussi, très souvent, la gauche, on se mobilise et on va dire, mais quand même, c'est quand même bizarre, ils ne veulent pas accuser, etc. Ils ne veulent pas mettre en question, etc. Mais on pourrait l'utiliser d'une manière encore très différente. Et on pourrait dire, bah, c'est la preuve que quand c'est la police qui enquête sur la police, bah, très souvent, elle n'est pas encline à juger les actions. Elle n'est pas encline à réprimer les actions parce qu'elle va avoir un certain principe d'empathie, un certain principe de connaissance des circonstances, un certain principe de l'action, etc. qui va désœuvrer les capacités punitives. Et plutôt que de reprocher à ces institutions de ne pas être cruelles, il serait beaucoup plus intéressant de dire nous voulons la même chose. Et dans le cours que je suis en train de faire sur l'abolition pénale, il y a beaucoup d'abolitionnistes qui disent en fait ce qu'il faudrait c'est faire l'un des principes de la violence de la justice et qui est en fait l'autre explication de la justice de classe, c'est que les juges sont très éloignés des gens qui jugent parce que comme sont confrontés à l'appareil pénal, en gros des membres des minorités raciales et des pauvres et que les juges appartiennent à la bourgeoisie et souvent la bourgeoisie de province, eh ben, ils ont un rapport d'extériorité par rapport à ces personnes et donc ils vont adopter à leur égard un regard extrêmement jugeant, extrêmement cruel. Et que si jamais on adoptait les principes qui gouvernent la Cour de justice de la République ou l'IGPN en disant quand quelqu'un d'un quartier populaire est accusé d'un fait, on va les juger par des gens des quartiers populaires. Tu vois, par des gens du même quartier, de la même origine ethnique, de la même origine sociale, il est probable que la relation à la peine et à la compréhension de l'action serait très très différente. Et donc on pourrait recomposer les institutions de gestion des traumatismes et des blessures qui se passent dans notre monde en mettant en contact des gens, beaucoup plus avec des gens qui peuvent les comprendre, qui peuvent comprendre leur vie, qui peuvent comprendre ce qui s'est passé dans un regard beaucoup plus compréhensif. Et donc effectivement dans un rapport aussi d'excuse, moi c'est un mot que je revendique totalement. Excuser en latin ça veut dire ex causare, ça veut dire mettre la cause en dehors. Et donc c'est précisément la définition de la sociologie, c'est de dire que les causes de ce qui nous détermine sont en dehors de nous-mêmes. Il y a un chiffre que je répète souvent, mais qui est important de le savoir, c'est que par exemple 90% des homicides
sont commis dans les fractions précarisées des classes populaires en France, par exemple. Voilà. Et ça, c'est vrai dans tous les pays occidentaux. Bon, alors si jamais vous dites cette statistique-là, vous comprenez immédiatement que le meurtre n'est pas l'acte d'un individu pathologique, etc., mais est beaucoup plus lié à des structures sociales, des structures de cohabitation, des structures de violence incorporées, d'habitus, de domination masculine, etc. Et donc vous avez forcément une perception beaucoup plus sociologique, relationnelle, contextuelle des actions même très graves. Et dire ça, ça ne veut pas dire qu'elles ne se sont pas passées, qu'elles ne sont pas très graves, ça veut juste dire expliquer autrement comment elles se sont passées et y réagir autrement. Et donc je pense qu'effectivement, il y a quelque chose dans la mise en question des institutions pénales, pour revenir un peu à notre début, qui doit mettre en question leur fonctionnement ordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, dans la lecture de Kafka traditionnelle, la figure centrale que vont mettre les gens quand ils lisent Kafka, c'est l'innocent accusé. C'est dire Joseph K, il n'a rien commis et pourtant il est accusé, et il ne sait pas comment se défendre et il va finir condamné. C'est aussi le cas dans une autre nouvelle de Kafka que je cite, cette figure de l'innocent injustement accusé, cette figure mythologique de l'erreur judiciaire qui est un peu fondamentale dans notre manière de critiquer la justice en invoquant les droits de la défense, en invoquant la nécessité de protéger les gens contre l'arbitraire judiciaire, etc. Mais en fait, ce qui est peut-être plus intéressant pour aller au cœur du fonctionnement de l'appareil pénal, c'est d'interroger l'innocence des coupables. C'est-à-dire, c'est de s'interroger sur l'injustice de la condamnation d'un coupable, et à partir de ce moment-là, de pouvoir interroger les catégories de fautes, les catégories de culpabilité, les catégories de responsabilité individuelle, non pas pour dire qu'il n'y a pas de blessure, non pas pour dire qu'il n'y a pas de violence, mais précisément pour savoir identifier d'où elles viennent et puis créer un monde où il y en aura un petit peu moins. Et de déplacer le regard. Moi, ce qui me fascine quand tu parles de l'abolitionnisme pénal, c'est de déplacer le regard de la faute justement à la blessure, et que la question n'est pas de punir un individu coupable, mais de réparer ce qui a été fait. Ce qui change tout à fait, c'est pas d'envoyer quelqu'un 20 ans en prison qui va réparer ce que la victime a subi, en fait. Oui, on peut. L'abolitionnisme pénal, j'aime pas en parler en 2 secondes parce que c'est vraiment un truc tellement énorme, un peu, c'est trop gros. Mais je vais dire plutôt ça comme ça parce que de fait, ça permet de renvoyer à un truc intéressant, c'est que quand il fait son projet d'une société de non-possédants, Kafka, quand il essaie de faire un peu une utopie comme ça, l'une des consignes qu'il donne aux gens, c'est ne recourez jamais à l'entremise de tribunaux. C'est intéressant quand même. Il considère comme une caractéristique d'une nouvelle société l'absence de tribunal. Et ça, c'est intéressant sur ce que c'est qu'une utopie politique aujourd'hui, parce que très souvent, quand on a fait des révolutions, l'une des choses qu'on a pratiquement jamais changé, c'est la forme tribunal. La forme tribunal est dans nos sociétés l'une des formes les plus stables de pouvoir. En gros, c'est depuis le XIIIe siècle que vous avez la forme inquisiteur ou procureur, accusé, juge, sanction, sous la forme de détention, de bannissement, de peine de mort, de torture, tout ce que vous voulez. Mais cette forme-là, c'est-à-dire qu'en gros, blessure, agression, procès, accusation, jugement, condamnation, est l'une des manières de gérer la question de l'illégalisme la plus stable dans notre société. Et la forme tribunal, que ce soit en Corée du Nord aujourd'hui, que ce soit à Cuba, que ce soit en Russie, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Amérique latine, etc., elle est partout. Donc, il y a quelque chose dans toutes ces sociétés dont on dit qu'elles sont très différentes, qui est quand même très, très, très semblable, qui est l'idée tribunal, qui est l'idée jugement, qui est l'idée condamnation. Et peut-être que c'est l'un des points d'entrée vers un basculement social. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être que alors pas encore plus, mais parallèlement à la question économique, à la question raciale, etc., peut-être que la question tribunal est l'un des petits pouvoirs comme ça, dont le vacillement emporterait une révolution épistémologique dans notre rapport aux uns aux autres, dans notre rapport à la blessure, dans notre rapport à l'État, à la violence d'État, etc., à l'incarcération évidemment. Et donc je pense que quand je réfléchis beaucoup à la fin du livre et puis dans mon prochain livre sur l'abolition pénale, c'est vraiment cette idée-là que c'est pas seulement changer un bout de la société, c'est tous les rapports interhumains qui seront changés, et que de la même manière que pour les marxistes, la question du système économique est le critère pour distinguer les sociétés. Pour un lagasneriste, la question de la présence ou non de la forme tribunal est l'un des critères pour évaluer les types de sociétés. Il y a un grand lecteur de Kafka, c'est Pierre Bourdieu.
Et dans ses cours de sociologie, notamment dans ses cours publiés au Collège de France, et ce qu'on retrouve dans d'autres livres, il défend l'idée d'un monde social très kafkaïen. Il adhère beaucoup aux catégories de Kafka, notamment avec l'idée que le procès est un peu la métaphore, le livre Le procès de Kafka est un peu la métaphore du monde social, une forme d'investissement dans une cause perdue, ce que Bourdieu appelle l'illusio, où des individus croient dans le jeu et voire s'épuisent dans un jeu parce qu'ils n'ont pas connaissance des règles du jeu. Et pour Bourdieu, c'est vraiment la métaphore du monde social. À l'inverse, toi, tu défends une idée d'extrême lisibilité, d'extrême clarté du monde social. Tu l'as dit, tu parlais d'ailleurs de l'épistémologie de l'ignorance. Le monde social est tellement clair que certains veulent ne pas le voir. Comment tu te positionnes par rapport à cette lecture de Bourdieu, notamment parce qu'on pourrait t'objecter que des transformations politiques et sociales viennent aussi après l'apparition de nouvelles catégories de perception. C'est ce que dit Simone de Beauvoir. Les femmes n'avaient pas conscience de leur position dominée tant que le féminisme n'était pas apparu, etc., etc. Donc comment concilier ces différentes dimensions, ou peut-être qu'elles sont inconciliables? C'est très intéressant que tu poses cette question, parce que de fait, alors s'il y a un livre qui, à mon avis, peut être interprété comme l'anti-théorie de l'illusio, c'est bien Le procès. Et c'est intéressant, à mon avis, comme erreur, parce que, de fait, la théorie de l'illusio, pour ceux qui ne connaissent pas bien la théorie de Bourdieu, c'est cette idée selon laquelle, en fait, en un sens, quand nous subissons un pouvoir, nous le subissons toujours un peu avec notre complicité, parce que nous nous investissons dans le champ dans lequel ce pouvoir fonctionne. Que par exemple, si vous êtes écrivain, que vous vous posez la question de qui a tel prix, qui dirige le printemps de la poésie, etc. Si jamais vous vous intéressez pas à la poésie, que vous vous retirez dans un champ pour cultiver vos tomates, etc. En fait, vous en avez un peu rien à faire. Donc ça veut dire que si vous vous intéressez au champ littéraire, au prix littéraire, aux notoriétés littéraires, etc. Vous êtes un peu accepté de rentrer dans le champ, vous avez un peu de croyance dans ce qui se passe dans le champ, pareil dans l'université, pareil dans l'économie, pareil dans plein de choses, etc. Et que donc, au principe de tous les pouvoirs, il y aurait une forme de complicité implicite des victimes du pouvoir. Même dans un couple, si vous subissez un couple, vous pouvez normalement toujours partir, un métier, vous pouvez toujours partir, etc. Donc théoriquement, il y a toujours ce droit de retrait qui fait qu'il y a toujours un peu une forme de complicité des victimes à leur propre pouvoir, etc. Et qui fonde cette idée très étrange de Bourdieu selon laquelle, en fait, les champs fonctionnent que parce qu'il y a une croyance dans le champ, et cette croyance dans le champ, il appelle ça l'illusion. Mais alors ça, c'est très intéressant, parce que s'il y a un champ qui ne fonctionne pas à l'illusion, c'est la violence d'État. Et ça, c'était quelque chose que j'avais développé dans la conscience politique et qui est manifesté dans le procès de Kafka, puisqu'il y a un seul pouvoir dans notre société dont nous ne pouvons pas nous retirer et que nous n'avons jamais choisi, qu'est le pouvoir d'État. Le pouvoir d'État a cette caractéristique que c'est un pouvoir sans droit de sortie et sans dehors, puisque rien ne nous protège de la police. On ne peut pas appeler la police contre la police, alors qu'on peut appeler la police si on est maltraité dans son entreprise, si on est maltraité dans son couple, etc. Et puis, quand vous naissez, on vous envoie des papiers, vous ne pouvez même pas parler, vous ne comprenez pas la langue, vous ne savez pas pourquoi vous êtes là, et puis on vous dit voici ta loi, et si tu ne la respectes pas, tu vas en prison. Et vous ne pouvez pas dire non, je crée mon propre État. Vous ne pouvez pas aller en Ardèche et dire je crée mon État avec mes lois, on peut fumer du shit tranquille et tout, c'est complètement interdit. Ça s'appelle le droit de sédition, ça s'appelle la sédition, et c'est interdit dans le code pénal. Et c'est même très sévèrement condamné. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas créer votre propre État, donc il n'y a pas de possibilité de droit de sortie. Par conséquent, il n'y a pas d'illusion par rapport au pouvoir d'État, puisqu'il n'y a pas de croyance nécessaire à l'exercice du pouvoir, puisque c'est un pouvoir qui s'exerce sur vous, malgré vous, quoi que vous disiez. Et précisément, le procès de Kafka manifeste cette impossibilité de sortir du pouvoir d'État, parce que ce qu'on oublie toujours, c'est que d'abord, le premier acte, c'est pas lui, Joseph K, qui va au tribunal, c'est les policiers qui viennent l'arrêter. Alors qu'il n'avait rien fait de mal, Joseph K fut arrêté un matin à la première phrase du procès, donc l'État vient à lui. Donc ça, c'est typiquement pas un illusio. Une illusio, c'est vous qui rentrez dans un champ. Et deuxièmement, la conclusion du livre, c'est qu'il est exécuté par deux bourreaux qui viennent le chercher, qui l'amènent dans un terre-plein et qui le poignardent. Donc la peine de mort. Donc à partir du moment où vous avez peine de mort et arrestation, vous avez la manifestation d'un pouvoir d'État qui est indépendant de votre volonté, qui s'impose à vous malgré vous, et donc qui est l'anti-illusio par excellence, et qui montre la spécificité de la violence d'État par rapport à toutes les violences, qui est qu'il n'y a pas de droit de sortie, et qui explique pourquoi moi, c'est la violence que je mets au centre de mes travaux, parce que je considère que c'est la violence la plus violente, et qui est très souvent déviolentisée dans les discours précisément, puisque c'est la violence contre laquelle nous ne pouvons rien faire. Une dernière question peut-être, Geoffroy. Tu parles souvent de vérité, du vrai, du juste, qui sont des termes qui peuvent revenir dans diverses de tes interventions. Des mots avec majuscules qui
parfois ont été chassés de la théorie politique, notamment par des auteurs que tu utilises, dont tu es proche, comme Foucault. Est-ce que tu peux nous dire comment toi, tu utilises ces mots, ces formes d'abstraction qui peuvent faire peur ? Alors moi, franchement, je vais te dire un truc, j'ai des conceptions très bêtes de la vérité, c'est ce qui est vrai. Enfin, je sais pas, pour moi, ce qui est vrai, c'est ce qui est vrai, c'est ce qui est déterminé par l'analyse comme étant vrai. Moi, c'est des mots dont j'ai jamais compris ce que voulait dire écrire de la sociologie ou de la théorie si ce n'était pas lié à une idée de la vérité. C'est-à-dire si je n'avais pas l'idée que j'avais un rapport avec la vérité et que d'autres gens étaient dans l'erreur et qu'il s'agissait de la corriger. Après, il y a la théorie de Canguilhem selon laquelle la vérité, c'est une suite d'erreurs corrigées. Donc on peut très bien accepter cette théorie-là. Mais ça n'empêche pas qu'il y a une théorie de la vérité et une théorie de l'erreur. Et de fait, moi, je pense qu'écrire, au maximum, c'est d'essayer de révéler la vérité objective du fonctionnement du monde social à travers les instruments, notamment de la sociologie, et qu'à partir du moment où on va au bout du raisonnement sociologique, eh ben on peut prouver un certain nombre de réalités. Voilà, et prouver des réalités, pour moi, ça s'appelle la vérité. Donc moi, je pense que c'est très important de réhabiliter la question de la vérité, y compris dans la politique, qui est un de mes futurs combats, ça, de faire de la vérité un critère normatif de la politique, et que la politique ne soit pas seulement le registre de l'opinion, mais qu'il y ait des experts qui contrôlent la parole politique. Et je pense que ça, ce serait un enjeu très important de réinvestir la vérité dans la gauche et dans la théorie critique. Voilà. Très bien, merci de ta réponse et de toutes tes réponses. Donc je rappelle que Se méfier de Kafka vient de paraître aux éditions Flammarion. Merci beaucoup à toi, Geoffroy. Merci à la Maison de la Poésie et à toute son équipe. Merci à vous. Et je précise que quelques livres peuvent être achetés à la librairie qui est juste en face, la formidable librairie qui est juste en face de la Maison de la Poésie, et qu'on sera dans le hall quelques minutes. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup.